Aujourd'hui, vous êtes 31% à penser que le maréchal Pétain devait être acquitté en 1945. C'est un sondage qui l'affirme. Un sondage effectué cette année par l'Institut Louis Harris France. Mais quelle valeur accorder à ce résultat? Car en 1971, un autre sondage révélait que 53% des gens interrogés sur le maréchal Pétain ignoraient qui avait été le chef de l'État entre 1940 et 1944. Avouez que cela pose pour le moins un problème d'information. Comment peut-on juger un événement que l'on ne connaît pas ou un problème que l'on ne connaît pas? Eh bien, c'est pour vous permettre de vous faire une opinion que je vous propose ce soir de rouvrir le dossier Pétain. Dossier n'est pas le mot exact. Disons plutôt que je vais vous raconter l'histoire de ce procès qui s'est passé à Paris, qui s'est déroulé à Paris en 1945. Mais pour se faire une opinion, il faut aussi se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Il faut savoir par exemple que les Français, qui ont acclamé puis jugé et condamné le maréchal Pétain, avaient vu sur les murs de France pendant des années des affiches comme celle-ci, des affiches sur lesquelles on peut lire « Économisez le pain, coupez-le en tranches minces et utilisez toutes les croûtes pour les soupes » ou encore « Ne jetez plus rien, récupérez ». Il faut savoir également que les Français pouvaient voir au cinéma des films comme « Les enfants du paradis », un film de Marcel Carné avec Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur et aussi Arletty, qui était alors en prison car on l'accusait de collaboration. Il faut savoir enfin que les Français fredonnaient des chansons d'Édith Piaf, de Charles Trenet et de Maurice Chevalier. Voilà, il faut se replonger, si vous voulez, dans la vie quotidienne, car au fond l'histoire, cela se vit au jour le jour. Et c'est cela, l'histoire d'un jour. C'est regarder l'histoire à travers la fenêtre d'un jour. Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis... Ce personnage à la mine inquiétante, c'est le fameux docteur Petiot. Plus d'un an auparavant, en mars 1944, on a découvert dans son hôtel particulier du 16e arrondissement à Paris, là où il avait son cabinet médical, on a découvert un véritable charnier. Il y avait là 27 cadavres, 15 juifs qui tentaient de fuir les persécutions nazies, 4 prostituées, 4 souteneurs et 4 clients. Cette affaire passionne davantage l'opinion publique, il faut bien le dire, que le procès Pétain. La photo du docteur Landru, comme l'appellent les journalistes, est à la une de tous les journaux. Mais il faut dire aussi que tous les prétextes sont bons pour que les Français oublient le procès Pétain en ce mois d'août 1945. En effet, le procès de ce vieil homme qui doit rendre des comptes à la justice les gêne. La France, qui redécouvre les vacances après 4 ans d'occupation, eh bien, n'aime pas se replonger dans ses souvenirs. Ce procès donne lieu à un défilé de fantômes que l'on pensait à tout jamais disparus. Cela réveille à la fois des mauvais souvenirs et pour beaucoup une mauvaise conscience, celle d'avoir été pétainiste. C'est dans l'honneur que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. L'entente avec l'Allemagne est la seule garantie de paix en Europe. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère combattre pour la France.
J'ai choisi la France et son avenir. L'histoire dira plus tard ce qui vous fut épargné. Ces images montrent bien l'importance de ce procès. C'est la seconde fois de l'histoire de France que le pays est totalement occupé. C'est la seconde fois qu'une autorité française collabore avec une puissance ennemie. Sous la guerre de 100 ans, c'était les Bourguignons. Et en 1940, c'était le régime de Vichy. Cela montre bien que c'est un procès historique au sens fort. Et que c'est un procès qui dépasse largement le maréchal Pétain. D'ailleurs, on fait le procès du pétainisme, pas le procès du maréchal Pétain. On se serait bien passé de la présence de ce vieux maréchal. On aurait préféré qu'il finisse sa vie en exil. Mais quand il a entendu que son procès se préparait, il a aussitôt décidé de rentrer. Il se trouvait alors à Sigmaringen, où prisonnier des Allemands, qu'il avait emmené avec eux en 1944, un an auparavant, pendant leur retraite. Et c'est sur un petit poste de TSF que lui avaient prêté les Allemands, que le maréchal a appris que son procès se préparait. Aussitôt, il écrit à Hitler. C'est le 5 avril 1945, je vous lis la lettre. « Monsieur le chef de l'État grand allemand, je ne puis sans forfaire à l'honneur laisser croire, comme certaines propagandes tendancieuses l'insinuent, que j'ai cherché refuge en terre étrangère pour me soustraire à mes responsabilités. C'est en France, et en France seulement, que je peux répondre de mes actes, et je suis seul juge des risques que cette attitude peut comporter. J'ai donc l'honneur de demander instamment à votre Excellence de me donner cette possibilité. » Hitler ne répond pas. Mais pendant l'avance des troupes alliées, Pétain parvient à passer en Suisse et il fait savoir immédiatement aux autorités helvétiques qu'il ne demande pas le droit d'asile. Il fait savoir qu'il veut rentrer chez lui. Des négociations s'engagent avec le gouvernement provisoire du général de Gaulle et le 26 avril, Pétain passe en Suisse. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. L'époque montre bien quel était l'état d'esprit des Français au retour du maréchal Pétain. Son procès s'ouvre dans un climat passionnel, c'est l'épuration. Chaque matin, on fusille des collaborateurs qui ont travaillé sous les ordres du maréchal. La France a besoin de régler des comptes avec elle-même. Elle a besoin d'oublier, de liquider 4 ans de souffrance et d'humiliation. Un sondage effectué en mai 1945 révèle que 76% des Français souhaitent que Pétain soit condamné. Ils le souhaitent parce qu'il incarne la collaboration, parce qu'il incarne leur propre collaboration bien souvent, car les pétainistes d'hier ne sont pas les derniers à réclamer justice. Quelquefois même, ils crient plus fort que les autres. Quant aux communistes, qui comptent 1 million d'adhérents en 1945, ils demandent un châtiment exemplaire pour le maréchal. Au moment de l'arrestation et de l'exécution de Mussolini en Italie, l'Humanité titre à la une « Mussolini fusillé, Pétain dorloté ». Et dans un article très dur, Georges Cognot dénonce les 1000 prévenances prises à l'égard de Pétain détenu à Montrouge Palace et cite de nombreuses associations de résistants qui réclament la condamnation de Pétain le traître. Imaginez donc le climat qui règne en ce mois d'août 1945 autour du palais de justice de Paris quand on y amène pour la première fois le maréchal Pétain. Imaginez le climat qu'il y a dans cette salle d'audience surchauffée, cette salle comble. Frédéric Potcher, je crois que vous étiez à ce procès, je crois que vous débutiez votre carrière de chroniqueur judiciaire. Alors j'aimerais bien que vous nous fassiez revivre ce moment de ce procès, l'entrée du maréchal Pétain. L'entrée du maréchal, oui, vous avez raison, parce que ça a été un événement tout à fait, je dirais presque surprenant. Et je m'attendais à voir entrer un général quelconque, puis pas du tout. L'audience est ouverte, introduisez l'accusé. Bon, alors, ça y est, il va entrer. On le voit comme si... Il n'est pas encore là, mais on est tendu. Hein, et il entre par la porte du fond, à droite, par rapport au public. Et moi, entré sans crainte et sans hésitation. Il a fait 2 pas, et puis il a claqué les talons. Mais il a claqué les talons comme un Saint-Cyrien, vous comprenez. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, qui m'attendais à voir un vieillard, mais pas du tout. Je vois un vieillard qui a l'air d'un sous-lieutenant. Il n'a rien regardé, il n'a rien dit, il n'a rien vu, il s'est assis, mais il s'est bien installé, hein. Alors très bien. Alors là-dessus, le président a dit je vais procéder à votre interrogatoire. Alors Pétain a eu l'air étonné, après avoir dit qui il était, bien entendu,
Il a eu l'air étonné, il s'est levé. De nouveau, on a vu ce beau vieillard, 89 ans, n'oubliez pas, très beau vieillard qui s'est levé, qui a pris dans sa poche des feuilles de papier et qui a lu pendant 20 minutes sans lunettes, à 89 ans. Il a lu un papier dans lequel il a dit « Je ne vous connais pas, vous ne m'intéressez pas, vous n'êtes pas mes juges, vous ne pouvez pas être mes juges, j'ai été placé là par le peuple français et vous n'avez rien à me dire. » Et c'était une allusion habile, très astucieuse au fait que, à l'époque, en juillet 1945, la France n'avait pas de constitution. Et puis une fois que la déclaration a été terminée, il s'est assis, comme je l'avais vu s'asseoir la première fois, il s'est de nouveau bien installé, puis là il a fermé les yeux. Moi je le voyais de très près. Alors on dit il dormait, c'est pas vrai, il dormait pas. Moi je peux vous affirmer qu'il ne dormait pas à ce moment-là, il a dormi peut-être après, oui, ça lui est arrivé, mais à ce moment-là il ne dormait pas du tout. Un poème, c'est moi qui fais ça. Ce que joue comme ça, cette orchestre-là, c'est notre espoir. Cependant, dans Paris, la vie continue. Ou plutôt, Que la vie reprend tant bien que mal, ce 9 août 1945, salle comble, atmosphère surchauffée au procès Pétain pour l'audition de 2 témoins à charge. De Brinon, qui était en quelque sorte l'ambassadeur de France à Paris, le chantre de l'Europe nazie, qui symbolise la collaboration dans ce qu'elle a de plus humiliant. Et d'Arnand, le chef de la milice, le secrétaire d'État au maintien de l'ordre, l'homme de la répression, le chasseur de résistants, qui a personnellement prêté serment à Hitler. Comment Pétain a-t-il pu faire appel à des gens pareils? Qui est donc ce maréchal de France pour avoir de tels serviteurs? C'est tout le mystère de ce procès. Pétain est-il encore le vainqueur de Verdun ou un vieillard absent, un vieillard qui a perdu son âme? Je l'ai vu donc pour la première fois prisonnier. Il assistait à un interrogatoire. Et je dois dire qu'au cours de cet interrogatoire, je me suis rendu compte qu'il n'était pas présent, qu'il avait de telles absences. C'était un homme traumatisé et qui ne savait pas, qui ne savait rien, qui ne savait même pas qui il était. Alors, dans le plus grand secret, je suis allé le voir à Montrouge. Le lendemain matin, il était un peu intimidé, affolé de me voir. Qu'est-ce qu'il se passait, avait-il l'air de dire. Et je lui dis, monsieur le maréchal, j'ai vu hier un vieux jardinier accusé d'un vol de légumes. Vous n'êtes pas ça. Vous devez redevenir un chef d'État. Vous devez penser à ceux qui sont en prison. Pour vous, ceux qui sont déjà morts. Pour vous. Et je lui dis, songez aux autres prisonniers. Songez à Louis XVI devant ses juges. Songez surtout à Jeanne d'Arc. Et songez à Napoléon Ier, à Sainte-Hélène. Alors, il est tombé dans mes bras. Et il m'a dit, mais je suis abandonné de tout le monde, je ne sais plus rien. Et à partir de ce moment-là, je suis venu le voir tous les jours. Et je l'ai peu à peu, chaque jour, avec Jean Lemaire ensuite, je l'ai peu à peu reconstitué, reformé, refait, et j'allais dire, rendu sa jeunesse. Nous étions seuls dans le parloir, naturellement. Et je lui dis, voilà ce que vous étiez, voilà comment vous avez agi, voilà pourquoi vous l'avez fait. Et alors, il était à côté de moi, il serrait chaque feuille comme un paysan dans son portefeuille, comme s'il enfouissait là un trésor qu'il ne voulait montrer à personne. Et c'est en s'aidant de ses notes et dans mes conversations de tous les jours, je l'ai rendu à lui-même. Le personnage reconstruit par Izorni est-il le vrai Pétain? Il est assez difficile de répondre honnêtement à cette question, car l'image du maréchal a été quelque peu brouillée par la propagande de Vichy. C'est devenu un personnage mythique. C'est à la fois le chef, le père, le protecteur, celui qui redonne l'espérance, celui également qui rappelle sans indulgence les fautes passées, notamment celles du Front populaire. Le maréchal Pétain est au-dessus des partis, au-dessus de la mêlée. Écoutez ce que dit de lui Louis-Ferdinand Céline dans un de ses livres, D'un château l'autre. Céline, qui, je vous le rappelle, était un écrivain collaborateur.
Pétain fut notre dernier roi de France, Philippe le dernier, la stature, la majesté, tout. Et il y croyait, d'abord comme vainqueur de Verdun, puis à 70 ans et mèche, promu souverain. Qui résisterait? Redcom, oh que vous incarnez la France, monsieur le maréchal, le coup d'incarner est magique. Prenez n'importe quel bigorneau, dites-lui dans les yeux qu'il incarne, vous le voyez folle. Vous l'avez à l'âme. Il se sent plus Pétain, il incarnait le seul vrai bonheur de bonheur, l'incarnement. Voilà. Céline a traduit à sa façon les couplets de la propagande de Vichy, mais il n'a fait que traduire, avec méchanceté sans doute, il n'a fait que traduire la vérité. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte, la caricature, vous allez le voir, est assez ressemblante. Cauchy-à-la-Tour, un petit village comme tant d'autres dans le nord de la France. Ici naquit Philippe Pétain. Ici apprit à travailler dans cette même école celui qui en 20 ans devait sauver la France par 2 fois. Et aujourd'hui, les écoliers de Cauchy-à-la-Tour inscrivent sur la page de garde de leur cahier cette phrase que prononça dernièrement le maréchal à l'intention de tous les enfants de France. Donnez un bon exemple, gardez en vous de bonnes résolutions, et cela aussi longtemps qu'il le faudra. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, nous t'égare de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. Mais la patrie renaîtra. Maréchal, nous voilà. Derrière ces images d'Épinal, quel est le véritable Philippe Pétain? Quelle est sa véritable histoire? Il faut bien reconnaître que c'est un inconnu. Même en cette année 1945, au moment de son procès, c'est un inconnu. C'est l'inconnu le plus célèbre de France. Blum dira de lui au procès, Pétain, je ne le connais pas. Quand on se penche sur sa véritable histoire, sur la véritable histoire de ce maréchal, on s'aperçoit que sa carrière a commencé à l'âge de la retraite. Il apparaît pour la première fois sur la scène politique à 59 ans. Auparavant, rien ou presque. Il apparaît au moment de la guerre de 14. Mais si vous le voulez bien, reprenons sa vie depuis le début avec quelques photos. Saint-Cyrien à 20 ans, en 1876, c'est un jeune homme renfermé, solitaire, qui a pour toute famille un vieil oncle curé, un homme de l'Ancien Régime qui a servi dans l'armée de Napoléon Ier. Général de brigade à titre temporaire en 1915, il se rend très vite populaire en allant trinquer avec les soldats qui sont au front et en descendant dans les tranchées. Maréchal en 1918, on le récompense pour avoir réprimé les mutineries de 17 et défendu Verdun. Clémenceau dit pourtant de lui, il doutait de la victoire et voulait sans cesse négocier avec l'ennemi. En 1926, le maréchal Pétain met fin à la guerre du Rif. Abdelkrim, le chef de la rébellion marocaine, lui fait sa reddition. En 1934, ministre de la guerre, il refuse que l'on prolonge la ligne Maginot jusqu'à la mer. Cette zone, dit-il, n'est pas dangereuse. C'est par là, malheureusement, que les Allemands déferlent sur la France en 1940. Paul Reynaud, le président du Conseil, fait alors appel au maréchal Pétain et au général Weygand. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Au fond, toute la question est de savoir si le gouvernement aurait dû partir pour l'Afrique du Nord comme le voulait Paul Reynaud avant de démissionner, ou comme le demandait le général de Gaulle depuis Londres, où il s'était installé pour organiser la résistance, ou bien si le gouvernement français devait rester en France, comme avait choisi de le faire le maréchal Pétain. Et c'est là qu'on reparle de complot, car il semble bien qu'il y ait eu complot dans l'entourage immédiat du maréchal Pétain à Bordeaux, pour empêcher notamment M. Lebrun, le président de la République, messieurs Herriot et Jeannet, présidents des assemblées, et les ministres, de quitter la ville. Il est établi que Alibert, qui était secrétaire d'État à la présidence du Conseil, a fabriqué un faux ordonnant au ministre de ne pas bouger. Et bien sûr, on est tenté de fouiller dans le passé de ces hommes qui ont vécu ce drame pour rechercher une trace de conspiration. C'est alors qu'on se souvient qu'un certain Gustave Hervé, qui ne cachait pas ses sympathies pour les nazis, a publié dès 1936 un petit livre qui portait le titre de « C'est Pétain qu'il nous faut ». Je vais vous lire quelques citations assez troublantes. En 1936, Pétain, malgré son grand âge, sera dans quelques mois peut-être l'instrument providentiel qu'a été Jeanne d'Arc il y a quelques 500 ans. Encore plus troublant, cette seconde citation, pour parler à l'Allemagne militariste et essayer de faire avec elle une réconciliation complète devenue nécessaire au statut de l'Europe, le grand soldat de Verdun n'a pas son pareil en France. Et on trouve même dans ce petit livre une troisième citation que je vais vous lire et qui préfigure ce qu'a été le programme politique du régime de Vichy. Un régime d'autorité dans lequel un seul homme, incarnant les intérêts vitaux de l'État, met d'accord les factions politiques en les supprimant toutes. Alors bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait une réelle atmosphère de complot autour du maréchal Pétain bien avant la guerre. Mais cela veut-il dire qu'il y a eu réellement complot et que l'armistice a été l'outil de ce complot? C'est la question que se posait l'accusation au procès du maréchal Pétain en 1945. C'est la question que je vais poser maintenant à M. Claude Bourdet et M. Tixier-Vignancourt. Claude Bourdet est journaliste, a été résistant, il était membre du CNR et il a été déporté à Buchenwald. Quant à Maître Tixier-Vignancourt, il était au gouvernement de Vichy et il a travaillé directement auprès du maréchal Pétain pendant 10 mois. Alors, messieurs, je vous repose ma question, complot ou pas complot? Alors, moi, je vous dirais, alors que j'ai personnellement parcouru cette époque, bien entendu, et pas beaucoup avant l'armistice, parce que j'étais évidemment combattant, comme sous-lieutenant d'artillerie, mais après, j'ai voulu savoir les conditions dans lesquelles l'armistice avait été demandé. Pourquoi? À cause d'un complot ou non? Il demande l'armistice appuyé par l'immense majorité du peuple français en raison de la désagrégation complète de l'armée et pour limiter autant que faire se peut l'occupation allemande sur notre sol. Mais ceci dit, me permettez-vous de vous dire, et j'en aurai terminé, qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que moi pour répondre à votre question, c'est le procureur général Mornay qui a requis la peine de mort contre le maréchal Pétain. Alors lui est vraiment compétent, je pense, sur la question du complot. Il est d'ailleurs d'autant plus compétent que c'était un accusateur professionnel en 14-18 et après qu'il offrit à Vichy ses services pour requérir à la cour d'Orion, c'est rappelé par le premier président Caous. Eh bien, voici ce que a dit le procureur général Mornay dans son réquisitoire. Le complot ne peut s'établir que par un concert entre plusieurs conspirateurs, et quand il s'agit d'un débat judiciaire, ce concert doit être établi à l'aide de preuves, d'où résultent des relations directes entre ces divers conspirateurs. Je dis que ces relations directes, je ne les trouve pas. Voulez-vous bien noter que ceci est le journal officiel, avec le compte-rendu intégral du procès du maréchal Pétain, et que M. Mornay abandonne la thèse du complot à la page 200, alors que l'ouvrage en a 400, c'est-à-dire que la moitié du procès a été fait sur la question que vous posez aujourd'hui et a été abandonnée par l'accusation. Je n'ai pas besoin, étant avocat, de lettres pour répondre à votre question,
puisque c'est le procureur général Mornay qui y a répondu largement avant moi. Je pense que la question du complot au sens d'une opération préparée systématiquement entre des comploteurs depuis, disons, 36, 37 ou 38, n'a pas de sens. Mais par contre, ce qui en a un, et ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est le fait qu'il y avait un climat chez Pétain et chez Zébé. C'est le fait que Pétain avait laissé et s'y encouragé Loustano à monter la cagoule militaire à l'intérieur de l'armée. C'est le fait que Loustano est resté son agent de communication avec Laval, que Loustano-Laco explique que sa rencontre avec Laval tend à préparer un gouvernement Pétain-Laval. Bon, qu'en avril 37, il y a dans les documents de la Wilhelmstrasse du ministère des Affaires étrangères allemand le fait que Pierre Laval veut, pour éviter un mouvement communiste en France, c'était le grand dada, il a pris contact avec Doriot, Pétain et le colonel de Larocque qu'un gouvernement Pétain serait la seule manière d'éviter une insurrection communiste en France. Bon, manquait le pape. Ça se trouve en 1937, avril 37, c'est dans les archives de la Wilhelmstrasse. C'est un document indubitable, de même que la lettre de Loustano. Et en effet, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas eu, à proprement parler, un complot, mais que tous ces gens étaient du même bord, qu'ils voulaient plutôt la victoire de la droite que la victoire de la France, ça me paraît absolument indubitable, et qu'ils ont utilisé les événements, c'est évidemment aussi indubitable. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. N'oubliez jamais que le marché noir n'est plus un moyen de tromper l'occupant et de fonder un gouvernement de trahison. Il est aujourd'hui un véritable crime contre la nation, une survivance du fascisme, la négation de toute démocratie. Le marché noir, c'est la 5e colonne de la France qui veut revivre. En stigmatisant le marché noir, en prenant contre lui des mesures draconiennes, M. Pinault répond au désir exprimé par nos fournisseurs. L'abolition du marché noir est indispensable. Dès maintenant, la lutte est engagée. Chaque jour amène de nouvelles rafles dans les restaurants de nouveaux riches, dissimulés sous des façades trompeuses. Un immense réseau, tissé sur toute la France par les groupes de résistants, permettra de déceler toutes les combines et de remonter toutes les filières jusqu'aux têtes des organisations qui corrompent aujourd'hui la santé de la France et risquent demain de la faire crever de faim. Voilà, Piaf, Django Reinhardt, l'étiquette pain, le marché noir, c'était la vie quotidienne des Français qui jugeaient le maréchal Pétain
ce 9 août 1945. Alors, je voudrais, Yvon Audouard, à l'époque, vous étiez journaliste à Libé Soir, je crois. Alors, est-ce que ça ressemble bien à la vie quotidienne que vous avez connue à l'époque, ça? Oui, moi j'ai surtout été frappé par le discours du ministre, parce que la vie était terriblement quotidienne. Vous savez, les Français pensaient que libération, mais c'était une libération, quoi. Il y avait rien, quoi. Le train des haricots, comme on n'avait pas connu ça, il continuait de fonctionner, c'est-à-dire le train encombré, plein de gens avec des valises qui allaient chercher le pain marché à la campagne, et le marché noir. Effectivement, il ne pouvait plus passer pour un acte de patriotisme, mais malgré les efforts des pouvoirs publics, il fleurissait, n'est-ce pas? Il s'était même perfectionné, parce que il y avait des côtés pittoresques, mais rétrospectivement, c'était assez funèbre, quoi. Vous allez au bistrot, vous demandez ce qu'il y avait, quoi. La boisson, à l'époque, c'était le dub orange, donc ça fait beaucoup de ravages. Et on disait, non, il n'y en a pas en ce moment, mais voulez-vous une paire de chaussures? En plus, les prix étaient strictement contingentés, strictement définis, il y avait des étiquettes partout, et vous payiez le double, quoi, et on vous donnait une facture de la moitié, quoi. Ça se faisait comme ça. Donc, au fond, c'était très grave parce que c'était assez démoralisant. Pendant 4 ans, on avait joué Parsifal dans un décor pour le genre de M. Poirier. Là, c'était triste, exaltant par certains côtés, parce qu'il y avait encore beaucoup d'enthousiasme. Mais, vous savez, le quotidien, on en venait à penser que la République était belle sous occupation. Et d'ailleurs, bon, la République, elle n'était pas encore... La vie était d'ailleurs, je crois, plus difficile en 1945 qu'en 1944. Mais beaucoup plus, mais beaucoup plus. Alors, s'il y a, pour moi, une vue au soleil, on avait le droit de revoir la mer. Maurice Siegel, vous étiez journaliste au Populaire à ce moment-là. Oui, parce que moi, je n'étais pas un sceptique. Je croyais qu'avec la libération, le monde allait changer. Mais c'était quand même, malgré tout, ce qu'un historien a appelé, je crois, les lendemains qui déchantent, 45. En 1945, on n'est pas sorti de l'occupation dans la mesure où toutes les conséquences de l'occupation, on les vit, mais avec quelque chose qui nous marque et qui, pour moi, est irremplaçable et restera comme ça gravé dans ma mémoire jusqu'au bout, c'est quand même la liberté retrouvée. Il y avait aussi, je suppose, des joies plus simples dans la vie quotidienne. Bon, la vie sportive reprenait à ce moment-là. Tout à fait. Cerdan était la super vedette. C'était vraiment un grand boxeur, Cerdan? Ah, fabuleux boxeur, extraordinaire, et avec une personnalité marquante. C'était un professionnel total. Ce qui frappait quand on voyait Cerdan, c'est quand il montait sur le ring, il changeait de couleur. Alors, il était déjà un peu, disons, il avait le temps mat, né à Casablanca, d'origine espagnole. Mais quand il montait sur le ring et qu'il s'asseyait dans son coin, il devenait totalement vert olive. C'est impressionnant quand on le voit. Moi, je voudrais qu'on le regarde, là. J'ai un match de lui en 45. Il est puissant, quand même. Au Palais des Sports, devant 15 000 spectateurs, grande soirée de boxe franco-anglais. On procède au préparatif du match Marcel Cerdan contre Tommy Davis. Marcel Cerdan. Alors là, il est vert, là. Le combat commence. L'anglais est plus grand, plus lourd aussi que notre champion. Un peu de boxe à distance. Devant l'anglais, très découvert, Cerdan, courbé, la garde serrée, décoche des gauches droits de belle facture. L'anglais se réfugie dans le corps à corps. Pas courageux, l'anglais, hein. Il a peur. À la sortie du corps à corps, branché du gauche splendide, que Davis accuse nettement. Le spectateur vit. Mais attention, Cerdan paraît lancer la lance muscale. Il va porter les stockades. Une droite, puis le très près, gauche. Et hop, ça y est. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Impressionnant, hein. C'était un très très grand boxeur. Ouais, il est formidable, ça je dois dire. Oui. Ça rappelle des bons souvenirs, je suis Paul Maurice, quand même. Tout à fait. Il y en a eu d'autres. Je ne traîne pas la tristesse de 4 ans d'occupation en 1945, c'est pas vrai. J'essaye, parce que j'insiste beaucoup pour dire combien c'est difficile de recréer par les mots une ambiance après 4 années d'occupation. Alors surtout que, comme vous l'avez dit et répété, la France n'était pas unanime et unie dans le combat contre l'occupant. Mais comment expliquer aux gens, aux jeunes qui sont là et qui nous écoutent et qui nous regardent, ce que ça veut dire de trouver à chaque coin de rue, quand vous marchez dans une ville, des Allemands qui défilent, qui chantent, qui vous montrent toujours qu'ils sont là et qu'ils sont là chez vous. Les Français n'ont pas réalisé tout de suite ce qu'était
l'occupation, ce qui allait arriver et se produire dans ce pays. Après, ils l'ont compris, et je crois qu'on a vu un peuple courageux se révolter, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, et de même que ce peuple n'était pas du tout prêt à la libération. De cette même façon, il a cru, je me répète moi aussi, que la libération, c'était ouf, tout allait tomber du ciel, et tomber dans ses bras, les mannes allaient être distribuées. En tout cas, ce 9 août 1945, eh bien, on essaye de tordre le cou à ces mauvais souvenirs. Ce jour-là, au procès Pétain, les jurés et la cour attendent beaucoup de la déposition de De Brinon, celui qu'on appelait, enfin, à qui on donnait par dérision le titre d'ambassadeur de France à Paris. Et on espère notamment que De Brinon va pouvoir éclairer la cour sur les activités du maréchal Pétain dans la collaboration. Là, on entre dans le vif du sujet. La collaboration était-elle une contribution volontaire à l'effort de guerre allemand ou bien a-t-elle été une ruse? A-t-on collaboré par soumission au Reich ou par calcul? Question primordiale, question clé de ce procès qui permettront de juger sur le fond à la fois le régime de Vichy et l'homme Pétain. Quand Brinon entre dans la salle, le silence se fait. Pétain écoute, inquiet. Le tribunal écoute, intéressé. De Brinon parle d'une voix calme. J'ai toujours rendu compte au maréchal de tout ce que je faisais. Je l'ai toujours tenu au courant de ce qui se passait en zone occupée avec une vérité absolue. Le double jeu, il n'a jamais été question de double jeu. À Paris, l'exposition de la France européenne est inaugurée au Grand Palais en présence du militaire Beffelsaber en France et du représentant de l'ambassade d'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur de Brinon, ayant à ses côtés Monsieur de Lesdin et le représentant du nonce apostolique en France, procède à l'ouverture solennelle. Ainsi, l'exposition de la France européenne est un acte de foi et un acte d'énergie. Nous entendons prouver que la France est prête à fournir volontairement sa contribution au monde qui s'édifie et nous mettons simplement sous les yeux le principal de son apport. Par une ordonnance schématique, nous engageons le visiteur à réfléchir et nous lui proposons des conclusions, certains qu'il n'en existe pas d'autres que la participation complète et loyale à la construction de l'édifice futur. L'ambassadeur de Brinon est un ami de l'Allemagne de longue date. Dès 1931, il appartient au comité France-Allemagne où l'on retrouve pêle-mêle le duc de Broglie, le marquis de Chambrun, Pierre Benoît, Sacha Guitry, Darquier de Pellepoix. Ce sont les partisans d'une Europe nouvelle. Ils font remarquer aux Français combien l'occupant est correct, amical. Pour eux, la collaboration est une évidence. Ces images parlent d'elles-mêmes. La collaboration est totale. Dès le lendemain de la défaite, c'est une vérité d'évidence. D'autant que l'on se sent trahi par l'Angleterre. Non seulement elle n'a pas fourni toute l'aide nécessaire en 1940, mais maintenant, voilà qu'elle retourne ses armes contre la France. L'attaque de l'escadre de Mercel-Kébir par la flotte anglaise indigne les Français. Elle contribue en tout cas à les jeter dans les bras du maréchal Pétain. Après la défaite, cette nouvelle humiliation est ressentie comme une injure intolérable. Déjà l'heure du port. Les salves se succèdent. À bord du Dunkerque et du Provence, les feux sont bas. Et la position difficile de ces deux navires ne leur permet pas de faire usage de toute leur artillerie lourde. C'est ainsi qu'ils sont une cible sûre pour les Anglais. Les beaux navires sont incendiés par les obus britanniques. Voilà des victimes d'une agression qu'un Français ne serait jamais capable de commettre. Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. Cette douleur, cette colère viennent du plus profond de nous-mêmes. Il n'y a aucune raison de composer avec elle.
Et quant à moi, je les exprime ouvertement. Ensuite, m'adressant aux Français, je leur demande de considérer le fond des choses en vertu d'un engagement déshonorant. Le gouvernement qui fut à Bordeaux avait consenti à livrer nos navires à la discrétion de l'ennemi. Eh bien, je dis sans embâche qu'il vaut mieux qu'ils aient été détruits. Le gouvernement s'appuyait sur l'alliance anglaise à n'importe quelle condition. L'alliance, disions-nous, ne peut se concevoir qu'à égalité de droits, d'efforts, de sacrifices, avec autant de soldats dans les tranchées, avec autant d'avions au combat, avec autant de navires sur l'eau. Au surplus, notre liberté de négociation et d'entente avec nos autres voisins devait être complète. Mais l'alliance du maître de maison avec son domestique, telle que l'a pratiquée les Anglais, nous n'avons cessé de protester contre.